Bonjour et bienvenue en ce lundi matin. Au programme aujourd'hui, comme vous le savez, c'est du Big Data et je vais vous parler un tout petit peu de cette notion de Big Data dans l'aviation. Je suis sûr que vous avez entendu parler du vol MH370, le fameux vol de la Malaisiane qui a disparu et que nous n'avons jamais retrouvé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un des moyens utilisés pour essayer de retrouver certains débris, c'était un système qui s'appelle le système ACARS. ACARS, c'est pour Aircraft Communication Addressing and Reporting System. Pour ceux d'entre vous qui n'aiment pas la langue de Shakespeare, c'est un système automatique de communication qui permet au moteur de l'avion, dans le cas d'un Boeing 777 comme le MH370, ce sont des moteurs Rolls-Royce, des Trent 800, et bien à l'intérieur de ces moteurs, il y a de l'auto-analyse et il y a envoi de données directement en Angleterre, dans la ville de Derby, pour permettre aux constructeurs de ce Trent 800 de connaître comment ils fonctionnent, de savoir s'ils vont bien, s'il faut faire de la maintenance préventive ou pas. Il y a plus de 4 signaux envoyés par vol au décollage, pendant la montée, pendant la croisière et pendant la descente. Et en tant qu'équipage, on n'a pas la main dessus. Donc ces messages ont continué de fonctionner après disparition du MH370. Mais assez de mystère pour le moment, pour ce lundi matin. Il y a une autre utilité au Big Data dans l'aviation, c'est également pour la sécurité et un travail d'anticipation. Chaque vol est enregistré, chaque paramètre est enregistré, vitesse, altitude, puissance moteur, trajectoire, tout est compilé. Et une compagnie comme Air Canada, avant la Covid, c'était 1500 vols par jour. 1500 vols par jour. Je ne sais pas si vous imaginez sur une année. Donc ça fait une masse d'informations absolument énorme. Nous avons des centaines de destinations. Et comment est-ce que ce recueil d'informations nous permet d'améliorer la sécurité des passagers? Tout simplement en identifiant des tendances. Par exemple, on va se rendre compte qu'à Mexico, l'été, il fait très chaud, terrain en altitude, peut-être que les avions ont tendance à arriver trop haut et trop vite par rapport à ce qu'ils devraient. Après plusieurs vols consécutifs, toujours dans nos critères, mais tendancieusement trop haute et trop rapide, eh bien, la compagnie décide d'envoyer une commission sur place, une commission locale de sécurité, pour discuter avec le contrôle, essayer d'identifier ce qui se passe et prévenir un accident. Donc vous ne le savez peut-être pas, aujourd'hui nous parlons Big Data et dites-vous bien que si vous avez déjà pris l'avion, il se peut que le Big Data vous ait sauvé la vie. Bonjour à tous. Donc, j'espère que cette vidéo de Pierre-Henri Chuet, ancien pilote de Rafale, vous a plu. Pour rappel, je suis Florian Aït-Mamar, le VP Innovation à la FDCC. Ces derniers mois, la transformation digitale a été au cœur de toutes les industries. Nous, métiers, liés à la fonction de crédit, nous avons dû faire preuve d'agilité et de bon sens dans nos décisions ainsi que dans l'utilisation de la donnée que nous avions à disposition. Nous avons aussi dû nous ouvrir à de nouveaux modes de travail en revoyant certains processus. Cette situation a aussi mis en lumière nos axes d'amélioration. Notre événement n'a pas dérogé à la règle. Prévu initialement en physique, en avril, on a avec Nicolas Floriou, Romain Amido, mais aussi avec une partie des équipes des permanents de la FDCC, Karine, Mathieu, Anne-Laure, Vincent. Nous avons profité de ce changement et on s'est transformé pour venir à votre rencontre sous ce format digital. Donc j'ai envie de dire que cette semaine de l'innovation est un événement inédit et aujourd'hui nous avons la chance de démarrer cette semaine sur le thème de la Big Data avec Armand Angeli, président du groupe CSP RPA AI de la DFCG. Armand, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse donc la parole pour présenter nos invités de la table et partager ton expérience. Merci à tous et bon webinaire. Merci Florian, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à la FDCC et à Nicolas et à Florian pour leur invitation. Donc effectivement, je vais avoir le plaisir d'animer cette table ronde. Donc avant, quelques mots sur moi. Donc effectivement, j'anime la commission, le groupe de travail CSP RPA AI de la DFCG où nous avons plus de 400 dirigeants financiers, contrôle de gestion, qui échangent sur tous les sujets de robotisation, d'automatisation, de centralisation
Et donc, toutes les problématiques qu'on va voir aujourd'hui, cette semaine, grâce à la FDCC, sont aussi des problématiques que nous avons. D'ailleurs, on est partenaire sur différents événements entre DFCG et AFDCC. Mais assez parlé, nous, venons-en au sérieux. Donc, pour parler aujourd'hui du big data, le passage du big data au smart data, donc nous avons un panel d'experts intervenant auprès des credit managers. Donc, nos 3 experts sont, par ordre d'apparition, Sophie Marot de Euler Hermès. Donc, Sophie est Chief Digital Officer. Tout le monde connaît Euler Hermès, hein, c'est le numéro 1 mondial de l'assurance crédit et le leader de recouvrement commercial. Et ils appartiennent au groupe Allianz. Donc, ça, c'était pour Sophie. Ensuite, nous avons, je pense qu'il est déjà dans la salle, Mohamed Merkachi de SOA People. Donc, Mohamed est le Head of Financial Product pour SOA People. Et puis, je pense que Jérémy Ravanel, s'il m'entend, qu'il nous fasse signe. Donc, Jérémy est le fondateur de Cash Story. Bonjour à tous. Eh bien, il est là. Parfait. Donc Cash Story, c'est une société qui automatise les rapports financiers pour les grands groupes et qui développe une activité de formation sur la data et l'automatisation. Donc, madame, messieurs, soyez prêts à vous présenter, vos sociétés et comment vous vous impliquez sur le sujet de la smart data. Donc, mes quelques mots d'introduction. Effectivement, on a coutume de dire que nos ressources les plus importantes sont nos employés. Compte tenu de la situation, je dirais que la deuxième ressource, ou la première, de toute façon, c'est le cash. Mais tout cela ne sera rien sans toutes les données, les datas que nous avons en interne, en externe, sous lesquelles nous croulons, hein, comme disait Florian. Donc, la grosse problématique, c'est de pouvoir les analyser pour mieux nous situer dans notre écosystème et prendre les bonnes décisions de pilotage pour nos activités business et financières. Donc, avant, on se plaignait de ne pas avoir suffisamment d'informations. Maintenant, on en a trop, qui souvent ne sont pas uniformes, ne sont pas dans une base de data unique. Ils sont, comme on le sait, à 80% non structurés, parce que ça peut venir de PDF, d'emails, d'écran, et non pas seulement de fichiers numériques. Et pourtant, il faut bien les structurer, bien les gérer pour pouvoir les traiter dans nos ERP et autres applications comme celle de nos credit managers. Donc, la question, c'est comment choisir ces données, où les trouver, comment les structurer, comment les uniformiser, comment les rassembler, les analyser, les faire parler et en tirer des rapports et des projections, voire même des prédictions. C'est donc le thème de notre débat d'aujourd'hui, du big data au smart data, comment gérer et structurer le flux de données. Pour rappel, hein, quand on parle du big data, les big data, donc toutes ces données là, dont on a parlé, on y associe des algorithmes créés par nous, les humains. Et puis, une fois qu'on a entraîné des algorithmes grâce au machine learning, eh bien, on se retrouve avec des outils d'intelligence artificielle, comme on a tendance à le dire. Moi, je dirais plutôt des outils d'intelligence augmentée, puisqu'on est loin de remplacer les humains par des machines. Donc, je vais demander à nos 3 panélistes de se présenter plus dans le détail, de présenter comment ils inscrivent leurs solutions dans le cheminement vers le smart data, en gros pendant 10 minutes chacune. Puis, nous échangerons sur des questions que nous avons préparées, mais bien sûr, nous prendrons des questions de la salle. Donc, Jérémy est là. Donc, Jérémy, Vraiment. tu as 10 minutes pour laisser la place aux autres et aux questions. Allons-y alors. J'allais dire, la salle est à toi, mais non, l'espace est à toi. L'univers est à moi. Exactement. Okay, super. Vas-y. Excellent. Merci Armand et merci pour cette introduction. Je vais me présenter en quelques petites minutes avec mon histoire et ensuite on va parler de concrètement ce qu'on fait chez Cash Story et en quoi on croit.
Armand en a parlé, et je vais juste faire un petit clin d'œil là-dessus rapidement, on ne remplacera jamais les humains, et je suis absolument convaincu de ça. Nous, quand on parle pas de AI, de IA comme intelligence artificielle, on aime bien dire que c'est une intelligence automatisée qu'on essaie de créer. On essaie d'automatiser plutôt son intelligence. C'est le premier bloc fondateur. C'est déjà comment j'arrive à automatiser tout ce que j'ai besoin de faire aujourd'hui pour pouvoir me dégager suffisamment de temps et pouvoir ainsi travailler sur des problématiques de fond qui vont amener à de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est déjà comment je gagne du temps sur tout ce que je fais dans mon travail quotidien. Et donc, pour la petite histoire, donc, moi, je m'appelle Jérémy Ravenel et j'ai du coup commencé ma carrière en finance. J'ai touché du doigt la finance la première fois en 2009 quand j'ai dû faire un prêt pour aller faire mon école de commerce. Et alors, en 2009, crise financière, tout commence à basculer. Je me demande qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel on vit. Et je me suis intéressé beaucoup plus dans la finance. J'ai creusé le sujet. Je suis rentré en école de commerce pour faire un master en finance spécialisé dans le BFR et le cash management. Donc, le BFR, le cash management, comme on parlait aussi Armand, le cash est clé. Et ça m'a relativement choqué de voir qu'on parlait beaucoup de profit, on parlait beaucoup de résultats, on parlait beaucoup de chiffre d'affaires, mais très peu de cash et de comment il était généré. Du coup, cette problématique m'a un peu traîné sur les terrains dans lesquels j'ai pu évoluer derrière. Je suis rentré chez ESI Group, société de logiciels, de réalité virtuelle et de 3D, qui vendait beaucoup à l'international, mais qui ne centralisait pas sa trésorerie. J'ai dû donc monter un tableau de bord de pilotage sur Excel pour récupérer les variations des flux de chaque filiale, de les consolider avec des macros VBA, de les mettre ensuite dans un PowerPoint pour les envoyer par email à mon directeur général et à mon CFO, qui bien sûr, eux ne lisaient et n'interprétaient qu'une petite partie du travail. Donc, j'ai touché du doigt les problématiques de data à ce moment-là. Et étant très curieux et à la fois finance, à la fois technique, je me suis intéressé à tout ce qui est logiciel et tout le temps avec cet axe de la data. Comment on fait pour récupérer cette data qui effectivement est très dense et il y en a partout, mais le fait est que il y a peu de data sur lesquelles on arrive à vraiment faire du sens. Parce que personnellement, et c'est ça un peu qui nous guide chez Cachetori, on pense que ce n'est pas une histoire vraiment de big data, ce n'est pas une histoire de grosse quantité de données, c'est une histoire de smart data, comme le disait aussi tout à l'heure Armand, et c'est une histoire nous, on est même en train de dire qu'on fait du small data. Donc, si vous voulez, la création de vos rapports et l'automatisation de vos données, elles partent par la fin, l'utilisateur, et pas par le début, comme on essaie de croire que c'est le début, la source de données. On se trompe, je pense. Il faut partir sur l'expérience utilisateur et la vision, les données que vous avez besoin de récupérer pour ensuite automatiser ce flux-là et là traiter des problématiques où les données peuvent être conséquentes. Mais si vous voulez, le design et l'expérience utilisateur et ce que vous allez mettre dans vos rapports, ça va déterminer ce que vous allez devoir aller chercher et les ressources que vous allez devoir mettre en face pour récupérer les données dont vous avez besoin. Donc vraiment, l'idée, c'est on commence par l'expérience utilisateur et on le reconnecte à la technologie et pas l'inverse. Donc tout ça, ça s'est illustré dans toute ma carrière comme étant une bonne pratique puisque dans tout ce que j'ai pu faire, ce qui a fait que les projets ont fonctionné, c'est vraiment cette approche design first, commencer par la fin, commencer par ce qu'on a envie de recevoir in fine pour pouvoir ensuite remonter le fil d'Ariane et reconnecter toutes les données entre elles. Faut savoir qu'à la fin, quand on parle de big data, mais qu'on analyse un graphique, ça reste qu'une dizaine de colonnes et une vingtaine de lignes qui sont mises dans un graphique pour pouvoir le rendre digeste pour l'œil de l'humain. Donc, vous comprenez bien que c'est cette idée de structurer sa donnée et de reprendre petit à petit les besoins et de partir de l'expérience utilisateur qui va faire qu'on va réussir à traiter des problématiques de big data aujourd'hui. L'exemple, c'est un petit peu aussi le cas
de toutes ces entreprises qui mettent en place des logiciels pour récolter des données de trésorerie, parce que c'est un petit peu le domaine sur lequel moi j'évolue, où on voit que les ERP et les TMS, donc le Treasury Management System, qui permettent d'aller se connecter à toutes les banques, de récupérer toutes les positions, d'ensuite les consolider chaque jour. Il est très bon au niveau transactionnel, il va récupérer toutes les informations, mais il va être très difficile de récupérer de la donnée de masse sur ce genre de logiciel, puisqu'ils ne sont aussi pas faits pour ça. Ils stockent de la donnée de manière transactionnelle, mais si vous voulez, c'est dans des bases de données beaucoup plus dédiées à l'interrogation de données de masse. Donc, on en parlait aussi tout à l'heure, le data lake, le lac de données ou l'entrepôt de données dans lequel on va pouvoir pousser toutes ces données transactionnelles. C'est ce genre d'infrastructure aujourd'hui qui permet de vraiment faire la différence entre les deux mondes. Il y a le monde du logiciel transactionnel qui récupère vos informations, qui les stocke, qui les enregistre. Et il y a le monde de la BI, de la business intelligence, de l'interrogation des données qui, lui, va être là vraiment pour travailler la donnée d'un autre axe et qui va avoir pour objectif de la rendre intelligible pour un utilisateur final. Donc, comprenez bien que c'est deux objectifs différents. Il y en a un qui parle à la machine, l'autre qui parle à l'humain. Un qui est là pour stocker les informations de manière pertinente dans une base de données, l'autre qui est là pour récupérer de l'information d'une base de données pour le mettre dans les mains de l'humain. Et je pense que c'est fondamental de comprendre ces deux blocs, ces deux univers, parce qu'on pense très souvent, et j'ai eu le même problème quand j'ai commencé chez Technip, qui était du coup la deuxième société dans laquelle j'ai travaillé, où j'ai pu être cash manager là-bas et en charge de la centralisation de la trésorerie, de la récupération des datas et de la mise en place de rapports automatiques. Quand on est dans cette démarche métier et qu'on est tout le temps dans le métier, on ne comprend pas forcément les implications techniques. Et on se dit, j'ai un logiciel de trésorerie, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas interroger toute ma donnée sur mon logiciel de trésorerie ou sur mon logiciel, peu importe en fait. Tous ces logiciels qu'on utilise tous les jours, encore une fois, sont des logiciels transactionnels et ils ne sont pas faits pour ça. Et c'est cette évolution dans ma carrière qui m'a fait comprendre que oui, il fallait mettre en place des unités complètement dédiées à l'interrogation de la donnée, à la récupération, au stockage et à la diffusion de la donnée, parce que ces logiciels de source n'étaient pas faits pour ça. Donc, vraiment, moi, ce que je voulais poser comme base, c'était ça. Il y a vraiment les logiciels transactionnels, les logiciels de BI. Ces deux logiciels ont deux objectifs différents et nous permettent dans un cas, récupérer de la donnée, dans l'autre cas, la diffuser de manière large. Peut-être que… Alors, je m'arrêterai sur les questions après. Non, écoute, si tu as terminé, non? C'est bon ou non? S'il y a des questions… on verra après. On pourra voir après. Mais bon, pour terminer, en gros, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que il faut, et je vais finir sur ça parce que c'est la démarche de notre aventure aujourd'hui chez Cashtory, c'est cette compréhension des deux mondes va nous amener tous en tant que financiers à aller plus proche de la data et à aller plus proche de la technique. Donc aujourd'hui, de mieux comprendre comment les données sont structurées et comment les automatisations peuvent se mettre en place, c'est essentiel dans la finance et je ne suis pas le seul à le dire. Et donc, nous, on a pris le parti depuis 4 ans avec Cashtory de faire des automatisations et de vendre des services d'automatisation pour les entreprises pour que leur rapport soit beaucoup plus facile à mettre en place. Mais ce qu'on veut, au fond, c'est solutionner ce problème d'éducation et de formation sur la data. Donc aujourd'hui, on a lancé, la semaine dernière, on a lancé une première promotion de formation sur 30 personnes. Ces 30 personnes, on va les former à faire du Excel, donc de comprendre comment structurer leurs données de manière visuelle, pour ensuite comprendre qu'il faut l'alimenter dans un format de base de données, donc des données structurées. Ces données structurées, elles sont récupérées dans Excel. Le tableau de bord peut être fait dans Excel, mais pour interroger les grosses bases de données qui sont en amont, et on a pris des exemples comme le Covid, où on va récupérer des données de marché, des données du Covid et des données de marché, des données sur plusieurs valeurs, du stock, des devises, etc. On montre par l'exemple que récupérer ces données-là via du script, via l'écriture de scripts de data,
qui sont aujourd'hui écrits en Python pour la plupart des scripts. Et tout ce qui est intelligence artificielle est aujourd'hui écrit dans un langage qui s'appelle Python. Je vous invite vraiment à creuser le sujet parce que c'est le langage le plus utilisé aujourd'hui dans la data. Et grâce à ces techniques de récupération de données en script, on peut structurer une base de données hyper propre pour la mettre dans un Excel et avoir des tableaux croisés dynamiques et des graphiques qui se mettent en action hyper rapidement. Donc, ce programme de formation, il est vraiment destiné à tout le monde, y compris les credit managers, pour pouvoir mieux comprendre comment manipuler des données et comment les diffuser de manière efficace. Avec cette logique, donc cette grosse thématique derrière qui est comment on traite les gros volumes de données. Donc, c'est dans des moteurs de données qui sont cloud, parce que le cloud computing, ça permet de ne pas monopoliser son ordinateur pendant 4 heures. Et vraiment dans une idée de diffuser un message hyper simple et hyper clair à une audience finale qui est le moteur de tous les investissements qu'on va vouloir faire dans la data. Tous ces investissements dans le big data doivent être faits avec une mission de servir l'utilisateur final. C'est essentiel et c'est ça, à mon avis, que Armand suggère quand il parle de smart data. C'est OK, il y a un volume de données conséquent, mais soyez sûr que vous puissiez servir votre audience et que vous puissiez bien comprendre toute la chaîne de valeur qui va permettre d'y arriver. Voilà. Merci Jérémy. Je pense que Mohamed est prêt pour intervenir. Mohamed, SOA People. Qui est SOA People et qu'est-ce que vous faites debout? Et qui est Mohamed. Merci Armand, merci Jérémy, c'était très intéressant. Je crois qu'on a vraiment 3 panels, en tout cas 3 organisations très complémentaires et ça c'est vraiment très chouette de la part de la FDCC. Donc, je m'appelle Mohamed Merkachi, je suis au sein des SOA People au niveau du groupe sur l'ensemble du territoire des SOA People qui est l'ensemble de l'Europe avec différents bureaux dans différents pays, dont 3 en France, sur Paris, Lyon et Aix-en-Provence. On est historiquement sur le marché, totalement tourné sur des solutions qui vont venir se greffer sur un environnement SAP, ce qui est la plupart du cas la situation de nos clients aujourd'hui autour de la problématique du credit management. Mon background personnel, et je vais revenir sur SOA People, mais 30 secondes sur mon background, j'ai commencé dans l'analytique et la BI, ce que Jérémy a décrit avec ses mots et avec les tendances d'aujourd'hui, de 2020. J'y ai commencé en 98, donc ça fait un certain moment. Et depuis 98 à 2020, le problème reste toujours le même, malgré qu'énormément de choses ont évolué, et j'entends bien ce que Jérémy dit, et il a tout à fait raison. La problématique de fond, c'est que les gens du métier, et aujourd'hui on est là pour parler de credit management, les gens du métier ne sont pas toujours capables d'aller mettre les mains dans le cambouis, de compiler des volumes de données ou de pouvoir les rendre audibles et de vulgariser certaines problématiques qui peuvent paraître complexes techniquement. L'informatique pour ça est disponible, elle évolue bien entendu, mais le problème reste de taille aujourd'hui et quand on s'adresse à des départements de credit management, nous, SOA People, on a à peu près 600 clients aujourd'hui en Europe, uniquement tournés sur le credit management et je vais revenir tout de suite là-dessus. La plupart du temps, on rencontre des clients dans une phase initiale de discussion où ils sont sur Excel. Ce qui est totalement inconcevable quand on écoute en quelques secondes l'analyse de Jérémy à 30 secondes sur la volumétrie de données. Il parlait de cloud computing, etc. C'est évident. Il faut de la machine, il faut de la puissance. Donc, l'Excel, de facto, montre ses limites très vite. Alors, comment expliquer ce gap entre ce que l'informatique est capable de proposer et ce que les gens font? On va y revenir tout de suite aussi. Alors, peut-être 30 secondes et pour parler de mon background et de ce que moi j'ai vécu en tant qu'expérience depuis les 25-30 dernières années. D'abord, la première chose dans le credit management, et on va se concentrer là-dessus, on a vu la vidéo sur notre ami pilote de Rafale, il est évident que les mises en application du big data sont absolument multiples, donc on ne va pas toutes les traiter. On va se concentrer sur le credit management qui est quand même le point d'accroche aujourd'hui et les questions que vous vous posez. Première chose, le big data dans le credit management, il est là pour une seule raison, c'est générer de la valeur. Et la valeur, c'est la solvabilité. C'est protéger l'organisation d'un facteur risque, améliorer des processus, gérer le DSO. Ce sont des choses excessivement concrètes et opérationnelles. Et donc, le big data peut parfois paraître trop loin de la réalité du terrain de nos clients, credit managers et organisations financières. Et donc, comment traduire cette valeur? Tout simplement en permettant aux gens d'avoir accès en temps réel à des données. Et la vraie problématique sous-jacente au niveau métier du big data aujourd'hui en 2020, on va se concentrer sur notre époque contemporaine, c'est la réalité d'avoir un flux de données en continu, parce que si on est en retard, on est dépassé. Donc, la notion de continu est essentielle. D'avoir une volumétrie qui est conséquente. Là, je crois que je rejoins Armand et Jérémy, sans aucun doute, on est face à des volumes. Mais le plus important, en réalité, là où ça commence un petit peu à bloquer, ce que je disais à quelques secondes, c'est la capacité d'une organisation à déterminer des notions et des règles métiers. Et nous, quand on arrive devant un client, le vrai problème, il n'est pas dans la technologie, il est dans la règle métier. Comme on a entendu Armand
notre ami pilote et Jérémy parlaient de Python, de Big Data, d'algorithmes, de machine learning. J'entendais Armand parler d'intelligence artificielle ou intelligence augmentée. Tout à fait d'accord. Mais pour que ces outils fonctionnent, il faut du contenu, il faut de l'historique, il faut des règles métiers. À quel moment un client est à risque? À quel moment un client passe d'un bon client à éventuellement un client, entre guillemets, pardonnez-moi le mot, mauvais, dangereux, à risque, qui risque de m'exposer? C'est quoi un comportement de client moyen, acceptable, absorbable? C'est quoi un taux de risque, etc. Et nous, quand on arrive dans des processus comme cela, on est confronté, soit par moment, et pardonnez-moi le mot, à un manque de maturité ou de recul par rapport à cette notion de règle métier ou de seuil d'acceptance, ce que les Anglais appellent le threshold. C'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que c'est ce qui va permettre à l'informatique et à toute je dirais le processing derrière de pouvoir déterminer à un certain moment les règles. Et nous, ce qu'on a fait au sein des SOA People, c'est qu'on a créé une plateforme et cette plateforme se capitalise sur deux notions fondamentales. La première, toutes les données disponibles dans SAP historique. Là, on arrive à des volumes de données en fonction du métier du client. Et quand on est dans du B2C avec des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers de clients et tout un historique, on commence à toucher des données importantes dans SAP. Pas toujours facile d'accès, pas toujours clair, accessible et exploitable. Et puis de l'autre côté, toute l'information qui vient du monde extérieur. Sans elle, on a une vue tronquée de la réalité. Là, je céderai la place à Sophie juste après pour la partie, par exemple, de l'ERMS, qui est un partenaire des SOA People. Et l'ERMS, dans le cadre du partenariat avec les SOA People, nous fournit à nos clients, pour être plus précis, des données en temps réel sur un flux qu'on intègre dans un seul et unique interface. Nous, notre job au niveau de nos clients, c'est d'aller chercher ces données de l'ERMS, par exemple, en flux continu en temps réel, de les intégrer avec des données disponibles historiques dans SAP et de sortir ce qu'on appelle un scoring, donc vraiment une analyse factuelle objectivée d'un comportement de client, avec toute une série de dimensions. Alors évidemment, vu qu'on vient de parler de problématiques dans certains cas de figure de maturité, on va amener vers ce client une librairie d'indicateurs, de règles, de scores et de règles métiers donc pour l'alimenter. On va les lui expliquer, on va les vulgariser, on va les rendre les plus transparents possibles. Et bien entendu, comme systématiquement c'est le cas, on va éventuellement les adapter au cas par cas par rapport aux attentes du client. Ça, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de, par exemple, très rapidement, de déterminer en termes de conso entre des données internes et externes, le niveau aujourd'hui, par exemple, de risque ou d'exposition au risque dans certaines transactions. Mais vu que notre plateforme est un petit peu plus que simplement une plateforme BI, avec simplement tout le respect que j'ai pour la BI qui peut être excessivement valorisant et complexe, nous, on a en plus cette capacité de driver, de manager, de gérer toute la partie opérationnelle. Donc, au lieu d'aller travailler dans des écrans SAP qui peuvent parfois être un petit peu rébarbatifs, voire un peu vieillots, pour ne pas dire autre chose, nous, on va simplement leur donner à nos utilisateurs, crédit managers, financiers et autres, la capacité d'analyser les lignes de crédit, de les modifier, de les argumenter, de mettre en place un processus de workflow avec des validations, avec des garde-fous aussi, parce que le risque, il est aussi en interne, il n'est pas que sur les chiffres externes. Et toute cette notion opérationnelle va être disponible sur une plateforme commune. Cette plateforme va traiter toute une série de thématiques propres à la gestion de risque, à la gestion de constats ou de cas, qui sont des cas où il y a un litige, un refus de paiement, un conflit ou autre, les retards de paiement, c'est évidemment le sacro-saint, la problématique de ce qu'on va appeler, nous, la gestion de crédit, et toutes ces problématiques de gestion d'assurance. Je sais qu'en France, ce n'est pas quelque chose qui est très répandu. La gestion d'assurance, on a plutôt tendance à faire appel à des garanties bancaires, mais dans d'autres pays européens, c'est quelque chose d'excessivement répandu. Et donc, on va avoir toute une série de modules qu'on va activer, bien entendu, comme on fait appel à des services pour les rendre les plus exploitables possibles. Et de facto, on va pouvoir donner accès aux gens à une vue à 360 degrés du client. Mais non seulement la vue, elle va être analytique, elle va être factuelle, elle va être intuitive, elle va être en temps réel, elle va simplifier toute la manipulation de données qu'on a en amont, entre des données SAP historiques et des données externes du type celles fournies par Euler Hermès. Mais en plus, on va permettre aux personnes du credit management de travailler avec des départements connexes. Parce qu'en réalité, quand nous, on traite des projets réels chez nos clients, que nous remontent nos clients, oui, moi j'ai beau mettre des lignes de crédit, mais l'équipe de vente, qui sont quand même un petit peu le cœur de l'entreprise, nous disent c'est un bon client historique, il faut céder, il faut augmenter. Non, il faut absolument factualiser, objectiver les choses. Et la manière dont on le fait, c'est simplement en permettant l'accès à ces informations factuelles et objectivées à des gens dans les départements de credit management, mais aussi en dehors, pour permettre une forme de distribution de l'information et donc créer un début de plateforme collaborative. En termes d'aspect opérationnel,
Je prends un cas d'un grand client aux Pays-Bas dans le monde de la finance. Lui, toute cette gestion de constats et de factures rejetées ou bloquées pour un tas de raisons, qu'elles soient litigieuses ou autres, sont faites dans Excel. Ben, chez nous, dans notre plateforme, dès qu'un délai de paiement est dépassé, automatiquement et systématiquement, le cas est créé. On a une vue sur la situation du client, on a une vue sur la problématique qu'on prend et toutes les actions qu'on va mettre en œuvre pour mesurer le niveau de risque sur ce client-là vont être entièrement consolidées. Ça veut dire que si j'appelle Armand pour voir s'il va effectivement payer cette facture le 15 octobre, cette interaction avec Armand va se retrouver dans mon système. Si j'envoie un mail de rappel à Armand, excuse-moi Armand, je vais vous prendre comme exemple, etc., etc. Et donc, toutes ces interactions vont être entièrement consolidées, de manière à avoir une vue la plus succincte et précise possible de l'état de crédibilité ou de solvabilité du client, mais aussi de consolider l'ensemble des actions. Ça, c'est ce que la plateforme fait. Et ça nous permet de gérer, d'avoir une vue claire sur la qualité des données, de pouvoir traiter la problématique de la vélocité et la variété des données, de pouvoir mettre en place des contrôles ou des garde-fous pour être sûr que quand on déclenche une action, qu'elle soit positive ou négative, d'ailleurs, augmenter ou limiter une ligne de crédit, on a une approbation derrière, etc. etc. Et ça, c'est vraiment l'esprit. Alors, pour revenir et pour fermer là-dessus mon introduction ou mon explication succincte, on a parlé de beaucoup de choses au niveau de l'intelligence augmentée. Notre notion de scoring, elle se base sur une notion d'autorégulation. C'est-à-dire qu'automatiquement, pour le crédit manager ou le département financier, voire pour l'organisation, le flux des données est systématiquement et rapidement consolidé dans une seule interface. On n'a pas besoin de savoir comment ça se passe, on l'explique au début. Après, c'est une routine et c'est automatique. Ensuite, rentre la notion de régulation. C'est l'humain qui va trancher, c'est l'humain qui va décider, c'est l'humain qui va quelque part avoir une certaine incidence sur l'interaction ou la transaction qui est en cours avec ce client donné ou l'ensemble des clients. Et c'est vraiment cette notion d'autorégulation qu'on pousse et qu'on prône un maximum. Donc, techniquement parlant, la gestion du flux en continu avec un volume de données conséquent et des sources diverses consolidées est automatique, rapide et efficiente, évidemment. Tout ça disponible dans un écran intuitif avec des indicateurs et des tableaux de bord. Et puis derrière, on va mettre ça dans les mains des responsables et des décideurs de l'organisation pour prendre les actions qui s'imposent avec systématiquement un historique de décision pour être sûr qu'on ait la capacité d'avoir de la traçabilité, une compréhension, voire peut-être une amélioration continue des processus. Voilà, ça c'était pour ma partie, Armand. Eh bien, merci. Je te mets mon virement, je te fais mon virement dans la minute, là, donc pas de souci. Tu vas être payé. Merci beaucoup, Armand. Non, mais écoute, parce que tu as insisté. Hein. Donc, Sophie, en tout cas, merci, Mohamed. Sophie, Euler Hermès, bon, qu'on ne présente plus, mais malgré tout, quelques mots sur Euler Hermès et Allianz, peut-être? Oui, bonjour à tous. Alors, je vais avoir une intervention. Vous m'entendez bien? C'est bon. C'est bon, ok, super. Donc, je vais avoir une intervention un petit peu différente, puisqu'effectivement, en tant que credit manager, je pense que vous connaissez tous Euler Hermès, mais peut-être quand même en 2 mots pour resituer si certains ne nous connaissent pas bien. Euler Hermès donc, fait maintenant désormais partie à part entière du groupe Allianz. On est donc leader mondial dans l'assurance crédit. On opère dans plus de 50 pays dans le monde et Euler Hermès dans le monde, c'est un peu plus de 6000 collaborateurs, 1000 en France. Alors, on est à la fois spécialiste en assurance crédit, mais on a aussi 2 autres lignes d'activité que vous connaissez peut-être des fois un peu moins en tant que credit manager, mais qui est la caution et l'assurance contre la fraude, voilà, qui est une ligne de métier plus récente. Alors, contrairement à mes 2 collègues précédents, moi, l'idée, c'est qu'effectivement, c'est de vous partager un peu l'envers du décor d'un assureur crédit. Je ne viens pas vous parler aujourd'hui d'assurance crédit. Je viens vous parler de comment Euler Hermès, en tant qu'organisation, mène sa transformation digitale et a attaqué un certain nombre de sujets autour du big data pour améliorer nos services et donc, in fine, évidemment, venir vous accompagner dans vos propres transformations et vous apporter des décisions toujours plus éclairées, on l'espère. Donc, moi, mon objectif, c'est plutôt ça aujourd'hui et ça pourra donner lieu à d'autres questions, qui est plutôt un partage d'expérience, un retour d'expérience sur ce qu'on fait depuis 3-4 ans chez Euler Hermès pour assurer un certain nombre de modernisations en interne. Alors, peut-être pour vous redonner aussi un contexte, pour vous expliquer pourquoi on le fait. Euler Hermès, c'est plus de 80 millions d'entreprises suivies dans le monde. Donc, on a une base risque qui centralise l'ensemble de notre suivi partout dans le monde.
Et donc, ce qui fait qu'on a effectivement un très gros volume de données, un gros volume d'historique de données. Et puis, avec bien sûr des données financières sur la solvabilité des entreprises, chose que vous connaissez aussi très bien et qui fait aussi notre valeur ajoutée sur le marché. Mais on a aussi, comme toute entreprise, des données qui sont éclatées dans différents applicatifs métiers, que ce soit des données risques, que ce soit des données commerciales, puisqu'une entreprise chez nous peut avoir quand même la particularité dans notre suivi d'avoir différentes facettes, puisque l'entreprise peut être à la fois, pourquoi pas, si on le prend d'un point de vue commercial, un prospect, peut-être un client, un assuré, mais peut-être également, lors de notre casquette plus d'analyse du risque, peut-être considéré comme un acheteur, donc l'entreprise sur laquelle on évalue le risque de solvabilité, mais également un débiteur, puisque dans nos fonctions aussi de recouvrement, on peut la suivre de cette manière. Donc, vous voyez, en fait, on peut aussi avoir une entreprise qui est suivie de manière très multifacette en fait dans nos systèmes et par nos différentes équipes, et en fonction de nos compétences en interne, que ce soit de l'analyse financière, que ce soit de la négociation commerciale dans le cadre des pratiques recouvrement, etc., et ben des perceptions très différentes de la même entreprise. Et donc, au-delà de la perception, évidemment, une accumulation de données différentes et segmentées. Alors, depuis 4 ans, nous, on a lancé un grand chantier de transformation digitale qui s'est, peut-être pour vous faire un témoignage plus lié à ma fonction, Chief Digital Officer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement mener la transformation digitale de l'Air Hermès en France avec la création d'une petite équipe dédiée. Aujourd'hui, je dirige une équipe pluridisciplinaire qui mélange à la fois des compétences métiers assurantielles, c'est-à-dire qu'on est venu chercher dans l'équipe des personnes qui connaissaient déjà très bien notre secteur d'activité, le métier d'assureur crédit, qui est évidemment, comme vous le savez également, un métier quand même réglementé. Donc, innover sur un métier réglementé, ça demande quand même d'avoir une certaine expertise. Et puis, on est venu aussi chercher une forme d'hybridation de compétences. J'y reviendrai parce que vous l'avez aussi évoqué dans les interventions précédentes. Et donc, on est venu s'équiper, j'allais dire, de profils nouveaux au sein de l'entreprise, donc des data scientists, des développeurs ou des personnes qu'on qualifie plus de product owners, qui sont des personnes qui gèrent en fait nos nouvelles offres digitales, puisque moi, dans mon périmètre aujourd'hui, l'idée, c'est bien sûr d'impulser un certain nombre d'innovations métiers, de réflexion autour de nos produits, nos services, mais également de les accompagner, c'est-à-dire une fois qu'on innove et qu'on lance une nouvelle idée, d'ailleurs, elle peut se faire chez nous en interne, mais elle peut se faire aussi très souvent en co-innovation, c'est-à-dire en collaborant avec l'écosystème FinTech. Eh bien, l'idée, c'est bien sûr de dérouler et de faire en sorte que l'innovation ne soit pas, soit vraiment intégrée dans nos systèmes et soit portée ensuite par l'ensemble de l'entreprise, qui en fait est un processus d'accompagnement au changement nettement plus complexe. Une fois ce contexte posé pour vous donner un peu le cadre de mon retour d'expérience, moi, ce que je voulais aborder au travers du sujet qui nous anime aujourd'hui, c'était un peu le cycle de la donnée, parce que c'est finalement un peu la manière dont on a mené aussi nos différents projets depuis 4 ans. Et vous avez été plusieurs à l'évoquer. Mettre en place des outils ne suffit pas. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond préalable à faire pour vraiment en tirer toute la qualité et la valeur. Et donc, je découperai en fait cette chaîne de la donnée en plusieurs étapes. Il y a la captation de la donnée et déjà avoir peut-être aussi une meilleure connaissance des données qu'on capte et qu'on a aujourd'hui en base. La deuxième étape, c'est la structuration. Et on l'a évoqué tout à l'heure, effectivement, le plus gros point de douleur quand même pour nos organisations, c'est bien sûr d'avoir à faire face à de la donnée non structurée, parce que si la donnée était toute structurée, j'allais dire, on aurait un échange beaucoup plus simple aujourd'hui. Donc de la donnée non structurée, comment on la structure justement, comment on se la réapproprie, et puis ensuite comment du coup on l'exploite pour en tirer toute sa valeur. Alors pour vous, du coup, sur ces différentes étapes, vous faire le témoignage de ce que nous on a fait chez l'Air Hermès en la matière. Déjà, la captation d'informations, c'est un peu notre métier, vous le savez, d'aller monitorer en continu la solidité financière des entreprises partout dans le monde, et donc capter de la donnée, c'est un sujet absolument clé. Même si, je vous l'ai évoqué, on s'appuie sur un historique conséquent, il y a bien sûr un enjeu face à l'accélération du volume de données et donc de son appropriation, et de savoir aussi aujourd'hui capter différents types de données. Je vous en parlerai après. Mais déjà sur notre donnée traditionnelle, j'allais dire bilan, compte de résultats, un certain nombre de données d'activité, prévisionnelles de trésorerie, etc. On a à la fois chez l'Air Hermès de la captation d'informations
qui se fait de manière automatique par différentes bases, etc. Surtout selon la situation peut être différente selon les pays. Mais si je prends l'exemple de la France, qui est un pays où la donnée entreprise est quand même très qualitative, il y a aussi une captation pour nous de l'information qui se fait sur le terrain par nos bureaux régionaux, nos délégations régionales, etc. Donc ça, ce système existe toujours. Par contre, on s'est dit comment on peut venir aujourd'hui utiliser la technologie pour améliorer ce workflow de données. Des fois, ce n'est pas toujours par des choses très compliquées. Effectivement, on va monter en technicité après, mais déjà sur cette captation de données, on a mis en place en fait un site qui s'appelle TradeScore. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. L'idée de ce site, c'est d'améliorer aussi notre relation avec les acheteurs et donc de proposer un site sur lequel, en fait, il est beaucoup plus facile pour une entreprise aujourd'hui de se connecter, d'avoir accès à ses propres informations type notation en cours que les Hermès portent sur elle, mais également de pouvoir déposer facilement son compte de résultat, son bilan, nous donner des informations complémentaires, interagir avec un chat avec nos analystes crédit, etc. Donc ça, c'est une nouvelle aussi manière de capter de l'information qui aussi nécessite pour nous des nouvelles modalités d'interaction avec les entreprises pour faire en sorte qu'il y ait des échanges plus réguliers, plus fluides, que les entreprises aient la possibilité d'interagir avec nos équipes. Ensuite, quand je vous ai parlé de structuration de la donnée, bien sûr que là, on attaque quand même un point névralgique de l'entreprise, surtout pour de l'entreprise de service, c'est le système d'information. Et donc, il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir trouver des quick wins. Je pense qu'on l'a évoqué juste avant, s'entourer de prestataires qui connaissent déjà bien les workflows de données, la nouvelle technologie, ça c'est essentiel. Et puis après, il y a aussi des chantiers, je pense qu'il ne faut pas faire d'angélisme, des chantiers qui sont propres à l'entreprise et qui sont quand même aussi, on va dire, on attaque quand même le cœur du sujet, qui est la modernisation du système d'information. Nous, c'est un chantier qui est concomitant à ce qu'on initie en termes d'innovation, c'est-à-dire que ça ne nous empêche pas de continuer d'imaginer des nouvelles manières d'exploiter la donnée, mettre en place une infrastructure en data science, etc. Mais il y a aussi besoin que notre IT traditionnel, j'allais dire, évolue et ne soit pas en décalage par rapport à ce qui bouge sur le marché. Et donc ça, il y a eu aussi une prise de conscience de nos dirigeants là-dessus il y a plusieurs années, avec c'est quand même des investissements assez lourds qui sont mis en œuvre, de modernisation de tous nos applicatifs métiers, de constitution d'un data lake, on l'a évoqué tout à l'heure, de mise en place de processus de RPA, donc de Robotic Process Automation, qui permettent aussi, je pense, qu'ils sont complémentaires dans cette stratégie de Smart Data. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, un robot contraint d'une certaine manière une équipe à très bien structurer son processus de décision. Le robot, il est un peu bête et méchant, c'est-à-dire qu'il va venir aider un collaborateur à faire un copier-coller entre des bases de données. Donc, on réduit le risque d'erreur de saisie manuelle. Mais du coup, ça contraint aussi l'équipe en amont à bien restructurer son processus, bien restructurer les données qui sont disponibles et à documenter ce processus-là. Donc, en fait, j'allais dire que c'est aussi des sujets qui, je pense, comme dans beaucoup d'organisations, quand on parle de robotisation, pouvaient générer certaines craintes de collaborateurs. On a largement dépassé ça, nous, depuis 3-4 ans. Il y a plusieurs processus qui ont été robotisés, notamment dans notre direction financière. Et en fait, ça a apporté beaucoup de confort aux équipes parce que ça les a allégés sur une certaine tâche manuelle assez répétitive, rébarbative, qui en fait étranglaient leur quotidien en saisie, là où en fait aujourd'hui le robot peut venir les alléger, leur dégager un peu de temps d'analyse. Donc ça aussi pour moi c'est des éléments qui sont très structurants en interne parce qu'en fait ça permet, c'est un peu le travail de fond nécessaire qui est parfois un peu douloureux, mais en fait cette structuration de la donnée permet ensuite d'en tirer un réel profit. Et justement, quand je parlais d'en tirer un réel profit, c'est ensuite comment on exploite cette donnée de manière optimisée. Et donc là, nous, effectivement, on a mis en place, on a fortement accéléré sur notre stratégie de data science depuis 2-3 ans, avec bien sûr le recrutement de data scientists. Mais en fait, pour vraiment travailler sur une politique optimisée de data science, il faut savoir que ce n'est pas le seul métier dont on a besoin. Un data scientist, on l'a évoqué juste avant, il a besoin de travailler en interaction très proche avec les métiers. Donc, il a besoin aussi de bien comprendre à quoi les métiers sont confrontés j'allais dire de travailler sur une science connectée à la réalité, de bien comprendre les règles métiers, de bien comprendre
le quotidien, j'allais dire, d'un analyste crédit, d'un chargé de recouvrement, etc., pour pouvoir ensuite réellement faire la démonstration qu'un projet de machine learning apporte de la valeur ajoutée au métier. Alors nous, tous nos projets aujourd'hui sont des outils d'aide à la décision, c'est-à-dire que la data science vient nous aider avec des outils de priorisation. Je vais vous donner un exemple très précis qui va vous parler en tant que credit manager. Toutes les données que j'ai évoquées jusqu'à présent, qui étaient des données sur l'entreprise, qu'elles soient du côté acheteur, cliente, débitrice, eh bien, on les utilise pour améliorer notre processus de recouvrement. C'est-à-dire qu'en fait, on croise plusieurs centaines de sources de données internes pour travailler sur un scoring de priorisation. Quand on reçoit un dossier de recouvrement, on arrive à lui donner un score une prédiction de recouvrement, si vous voulez, qui va guider ensuite le chargé de recouvrement dans son action prioritaire. C'est un outil d'aide à la décision qui a demandé aussi dans son déploiement de beaucoup embarquer les équipes métiers, parce que nos équipes métiers, bien sûr, certains travaillent sur du recouvrement de créances commerciales depuis des années, donc ont un savoir-faire intuitif. Il était important de comprendre et de transmettre leur intuition dans un algorithme et de les convaincre aussi que finalement l'algorithme pouvait venir leur rajouter de la valeur dans leur quotidien, leur permettre d'aller plus vite et leur permettre de cibler beaucoup plus vite certaines créances avec une matrice de décision plus complète qui va croiser à la fois la qualité du débiteur, le montant de la créance, le pays dans lequel on doit recouvrer, etc. Et donc ça lui permet d'avoir un indicateur consolidé sur ses chances de récupération et donc d'orienter son action vers les dossiers sur lesquels il a le plus de chances de recouvrer, puisque vous savez en tant que credit manager que plus on va vite dans un dossier d'impayé, plus on recouvre. Donc, et on a déjà, c'est évidemment des éléments sur lesquels on met plusieurs KPI en place pour suivre la performance du modèle. Et ça fait déjà ses preuves aujourd'hui pour montrer qu'effectivement, les chargés de recouvrement, non seulement ont fait un très bon accueil à ce projet, parce qu'ils ont complètement travaillé en termes de co-construction avec nos data scientists pour comprendre comment l'algorithme fonctionnait, quel type de données il utilisait, comment il travaillait sur cette priorisation. Mais ensuite, on voit bien que ça vient complètement impacter leur workflow métier. Et ça vient, bien sûr, ce qu'on mesure in fine, c'est l'amélioration de notre capacité de recouvrement. Et aujourd'hui, ça montre déjà des améliorations assez significatives. Et puis, le deuxième étage de la fusée, je vous ai dit, data scientist, il doit travailler avec les équipes métiers, mais il doit travailler aussi avec des équipes techniques. Alors, on peut appeler ça des machine learning engineers, par exemple. Enfin, en tout cas, c'est des ingénieurs informatiques qui connaissent bien l'infrastructure data, qui est quand même assez spécifique aujourd'hui dans les métiers de l'informatique. Et de pouvoir mettre ces sujets d'expérimentation, ces nouveaux algorithmes de data science en production dans l'applicatif métier directement. Et ça, je pense que c'est ça le vrai sujet de l'industrialisation aussi en data science. C'est de pouvoir modéliser des nouveaux outils d'aide à la décision, mais ne pas en faire des interfaces supplémentaires où on vient complexifier le quotidien d'un collaborateur, mais où on vient directement l'intégrer dans son outil de travail du quotidien. Et je pense que c'est bien sûr des sujets à investiguer aussi dans vos propres outils de credit manager. Donc ça, c'est un peu le cycle de la donnée chez L'Hermès qui a guidé nos différents travaux et chantiers très structurants chez nous. Et puis, j'allais dire, si je me tourne un peu vers l'avenir aujourd'hui, il fallait pour nous déjà mieux nous approprier toute cette donnée interne parce qu'on voit qu'en faisant communiquer les différentes informations qu'on a sur l'entreprise, on peut déjà augmenter notre valeur, notre rapidité de décision, avoir une analyse plus fine de la situation d'une entreprise. Mais demain, c'est aussi intégrer encore plus de données. Et donc, il y a un enjeu aussi, on parlait de big data comme introduction. Il y a un enjeu aussi de savoir gérer ce volume, parce que ce volume peut apporter de la valeur s'il est bien traité. Et donc, capter de l'information pour capter de l'information, ça n'a pas beaucoup de sens. Capter de l'information, il faut savoir le faire en structurant son cycle de données, comme je l'ai évoqué, pour en tirer vraiment de la valeur. Et ensuite, ça peut permettre justement d'aller capter encore plus de données. Et là, en ce qui nous concerne en tant qu'assureur crédit, notre vrai défi va être là, d'aller capter soit de la donnée
directement d'un ERP client. C'est des expérimentations que l'on mène avec certains de nos clients aujourd'hui pour voir comment, en fait, en captant de l'information de flux en temps réel issue d'un ERP, on arrive à avoir une analyse beaucoup plus fine du risque et donc une police qui, en temps réel, est capable de s'ajuster dans ses couvertures de risque, dans sa tarification, etc. Et puis, pourquoi pas aussi demain capter d'autres types d'informations, pas que de l'information liée au poste client, mais aussi des informations liées pour mieux anticiper le risque sur de la prédiction météo, sur différentes données, j'allais dire contextuelles à l'entreprise qui va permettre d'avoir une analyse plus fine de son activité dans les mois à venir. Voilà. Et on le voit, je pense que le contexte nous prouve aujourd'hui, effectivement, avec la crise sanitaire qu'on traverse, qu'en quelques mois, les situations peuvent beaucoup changer et que c'est un vrai challenge pour l'ensemble de nos professions de savoir capter aussi toutes ces informations contextuelles dans nos outils d'aide à la décision. Voilà. Merci, pour un peu le panorama. Merci, il n'y a plus rien à rajouter, vous avez tout dit. Non, alors justement, très bonne transition. Alors, profitons de votre présence, Madame, Messieurs. Est-ce que vous pouvez me dire, mais vraiment très rapidement, comment cette crise de la Covid a impacté justement nos métiers de credit manager? Est-ce que ça a accéléré tous ces projets justement de refonte de processus, de recherche de plus de sens dans les données, etc. Qui veut commencer? Ah bah tiens, peut-être Sophie, peut-être, juste en 30 secondes. Est-ce que oui, bah, du coup, c'est très lié à ce que je viens de dire. Oui, moins de clients, plus de clients, plus de demandes? Oui, je vais probablement me répéter, mais effectivement, dans un contexte d'incertitude extrême comme on connaît aujourd'hui, et donc savoir mieux anticiper le risque de défaillance, mais aussi, au-delà du risque de défaillance, savoir anticiper un certain nombre de paramètres qui vont venir impacter l'activité de l'entreprise, c'est un enjeu crucial. Donc, c'est évident que c'est des sujets sur lesquels la priorité est donnée chez nous et de pouvoir continuer. Je pense qu'on ne pourrait pas accélérer aujourd'hui si on n'avait pas aussi depuis 3-4 ans initié tous ces chantiers très structurants, comme je l'ai évoqué, parce qu'en fait, la data science, quand même, pour se dire les choses assez directement, c'est un sujet qui coûte quand même assez cher, qui a besoin d'expertise, qui a besoin d'infrastructures dédiées. Et ça s'improvise pas trop quand même. Il y a besoin quand même d'avoir ces préalables. Voilà. Justement, il y a un compromis à trouver entre les ressources financières et donc la qualité des données pour prendre les bonnes décisions. Sinon, Mohamed, Jérémy, qu'est-ce que vous voyez, vous, sur le marché? Est-ce que vous avez plus de demandes, moins de demandes? Parce que vos outils, ce n'est pas forcément les plus simples. Le fait qu'on ait traversé cette crise, en fait, elle a été juste révélatrice, soit d'un côté d'une fragilité de certains de nos clients, on va appeler un chat, et c'est la fragilité, elle était ce qu'elle était. Par contre, je dirais de manière très égoïste et presque nombriliste, ça a déclenché une prise de conscience et toute une série de clients ou d'organisations avec lesquelles on traite. Et donc, je prenais l'exemple tantôt des fameux Excel, des choses un petit peu sur des coins de table qui ont moins l'avantage d'être faciles à utiliser, ou en tout cas accessibles. On s'est rendu compte que toute une série d'organisations nous ont vraiment challengés sur des choses beaucoup plus robustes, beaucoup plus pérennes, beaucoup plus transverses et beaucoup plus industrialisées. Donc, toute une terminologie comme Big Data, Data Lake, tout ce genre de choses qui étaient un petit peu loin du monde credit management, en tout cas dans certains cas de figure, sont revenus sur la table, je dirais, et on a une vraie prise de conscience sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place, surtout pour des organisations, parce qu'on est, comme je le disais, une entreprise européenne, sur multi-sites, multi-pays, et là, il y a une vraie complexité quand on est dans une organisation décentralisée, d'avoir une vue globale, instantanée et centralisée. Donc moi, je dirais qu'il y a eu vraiment un momentum, si je peux l'appeler comme ça, de prise de conscience et de changement de paradigme chez toute une série de nos clients. Ok, merci Mohamed. Jérémy? De notre côté, je partage aussi le point de vue de Mohamed, une prise de conscience sur les besoins en data, en infrastructure data, mais surtout, et là je réfère à ce que disait Sophie, au niveau des gens et des formations, je vais revenir sur les formations, mais pour moi c'est le gros changement, c'est ce besoin, cette demande d'avoir des gens qui sont plus formés en interne. Des gens qui sont déjà dans des Excel, dans des VBA, qui sont coincés là-dedans depuis des années, qui savent qu'il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place,
que Python, qui est un langage dans la data science qui est très utilisé, c'est pas si inaccessible que ça. Et qu'en fait, demain, les business seront amenés à savoir lire du Python, pas forcément l'écrire, mais de travailler en osmose avec des data scientists pour pouvoir réaliser les projets qui seront consommateurs de ressources, mais hyper stratégiques pour la société, quoi. Écoutez, Mohamed, merci. Je peux vous dire on a eu une question dans la salle ou dans l'audience vers vous, en fait, qui est, bon, quand on vient vous voir, est-ce qu'il faut venir avec Non, surtout pas. notre Non, j'ai vu DSI ou en tant que métier? Non, j'ai non, vu la pas, question. non, mais en fait, je vais poser la question à tous les trois parce que là, on a utilisé des grands mots, Python, tableau croisé dynamique, SAP, algorithme. Ces temps-ci, les budgets sont plus que c'était. Donc, comment on fait? La France investit 700 milliards dans la formation D'accord. Oui, mais alors, comment fait-on pour démarrer? Parce que là, on est dans la salle, il n'y a que des crédits, pratiquement que des crédits managers. Ce n'est pas des gens de l'IT. Ils n'ont pas forcément tous les budgets qu'ils souhaiteraient. Donc, comment on fait pour démarrer? Quelles sont peut-être oui, les premières démarches, peut-être les quick wins pour avancer sans. Voilà. Si Vas-y. on regarde, oui, merci beaucoup Armand. Donc, si on regarde le setup, la question est tout à fait légitime et normale. On a balancé un tas de termes tarte à la crème qui font que les clients se demandent un petit peu s'ils vont pouvoir gérer ça. Donc clairement, légitime. 2, nous travaillons avec les départements métiers exclusivement. Nous appliquons l'informatique quand c'est nécessaire et à un moment où on a un alignement avec les départements métiers. 3, comme je le disais tout à l'heure, et j'espère que c'était clair, je le répète, notre métier à nous, SEA People, est avant toute chose de vulgariser l'accès à l'information. Et donc, tout ce qu'on vient de dire ici, c'est ce qui va se passer back-end. On va appeler ça quelque part derrière la scène, en tout cas au niveau des SEA People, je parle ici évidemment. Derrière la scène, il est important que les départements métiers comprennent et sachent que ça existe, que c'est paramétrable et modifiable. Mais fondamentalement, on est là pour simplifier l'accès à l'information et la vulgariser le plus possible. Donc, ça, c'est un aspect en termes d'interaction, on travaille avec le métier. L'autre aspect, en termes de démarche, vous avez posé une question importante, Armand, comment ça se met en place? On travaille systématiquement aussi de manière modulaire. Et donc, on va démarrer sur une problématique bien précise avant d'attaquer l'ensemble des champs de bataille ou des chantiers aujourd'hui en place dans le crédit management. Ça permet d'absorber, je dirais, une phase d'investissement modulaire aussi, parce que comme vous l'avez dit, dans cette crise, on n'a pas non plus, ça ne coule pas des robinets, on a d'autres questions au niveau organisationnel, et donc ça permet de phaser le processus, de travailler dans une courbe de maturité, et on dit souvent à nos clients qu'un procès je dirais qu'un process de digitalisation comme celui dont on vient de parler ici, sur tous les thèmes dont on vient de traiter, c'est 1 à 3 ans de trajet et pas 1 à 2 semaines, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, merci Mohamed. Jérémy? Non, pardon. Non, Sophie, vous parlez trop. Il faut laisser parler les autres. Non, Sophie, je vous en prie. Allez-y, Sophie. Non, mais ça va être très court. C'est peut-être juste quand même en complément de ce que disait Mohamed. C'est vrai qu'on a donné un certain nombre de mots. Moi, je ne dirais pas que c'est des concepts tarte à la crème. Je dirais que c'est des concepts quand même assez essentiels aujourd'hui pour comprendre ce que la technologie peut apporter. Par contre, ce qui est indispensable, c'est tous ne sont pas nécessaires à l'entreprise. C'est-à-dire, tout dépend aussi de la maturité digitale de l'entreprise, tout dépend de ses priorités stratégiques. Mais je pense que pour faire ce choix, il faut les comprendre, il faut les analyser. Donc, quand on parle de RPA, quand on parle de machine learning, quand on parle de business intelligence, ben, la première étape, elle est là. C'est-à-dire déjà cette forme d'acculturation, peut-être cette formation niveau 1, j'allais dire déjà de comprendre, de s'intéresser, de voir ce qui bouge sur le marché pour ensuite faire les bons choix. Et je pense qu'en tant que credit manager, vous avez aussi ce rôle d'aiguiller la direction commerciale dans ses choix pour dire, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de ça ou ça. Après, selon les moyens, selon la taille de l'entreprise, bien sûr qu'il y a des sujets qui sont plus structurants que d'autres et qui coûtent plus cher que d'autres, c'est une évidence. Et c'est là où les choix peuvent être faits de soit initier soi-même, parce que ça, c'est les choix stratégiques que nous, on a fait, mais initier soi-même ces sujets en propre, de manière propriétaire dans l'entreprise, en recrutant des data scientists, en construisant nos propres algorithmes de décision, etc. Ou alors de s'appuyer effectivement sur des partenaires extérieurs. On en a deux aujourd'hui, mais il y a aussi un écosystème fintech extrêmement foisonnant qui peut venir accélérer l'entreprise dans ces sujets sans avoir à passer par des investissements très lourds IT ou de recrutement pour aller chercher des compétences sur le marché qui sont aujourd'hui effectivement assez chères. Oui, Jérémy?
Je rejoins totalement ce que Sophie disait, et c'est l'esprit de nos formations, en fait. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on était avant des prestataires de services, et on arrête, enfin, on va le faire beaucoup moins, parce qu'on sent vraiment qu'il y a une appétence et qu'il y a un besoin de former et d'éduquer. Donc, les premiers pas pour nous, c'est ça qui motive toute notre démarche. C'est déjà de voir dans son compte formation, est-ce qu'on n'aurait pas envie de passer un peu de temps à comprendre via quelques modules comment ça fonctionne tout ça, parce que se former en continu, c'est, je pense, les clés du succès aujourd'hui. Ok, merci. Alors, comme je vous le disais, moi j'anime là, ce groupe RPA, IA à la DFCG, et je peux vous dire que effectivement c'est une demande métier, hein, pour le démarrage, mais si on n'implique pas l'informatique, la DSI rapidement, ça ne le fait pas. Et de nombreux projets de transformation, d'automatisation, de robotisation s'arrêtent ou n'atteignent pas leurs objectifs parce que justement on n'a pas impliqué l'informatique suffisamment tôt. C'est vrai, c'est très vrai. Euh, alors, encore une fois, on a parlé on a dit des grands mots, on a parlé d'algorithmes, mais on le sait tous, les algorithmes, le big data, toutes ces décisions, à la fin, sont basées sur des probabilités, parce que ça, c'est pas une science exacte. Alors, comment fait-on justement, que ce soit donc chez Euler Hermès ou à travers ce que Jérémy euh, peut développer ou les interfaces avec SAP, etc. Comment s'assure-t-on justement que ces algorithmes ou que ces prises que ces critères de décision, on a parlé de règles métiers, sont bien les bonnes, que ces algorithmes donc, sont bien développés et que finalement qu'on ne fait pas trop confiance aux algorithmes ou à l'informatique. Comment, qui veut, voilà, Je peux commencer? vas-y, Je peux comment vite fait-on répondre la là-dessus? part des choses, voilà, Oui, vas-y, absolument. Mohamed. D'abord, première chose, on a tendance à trop croire dans l'esprit humain, dans les compétences humaines. Elle est essentielle, l'expérience, le Ouh, feeling, ouh. mais parfois on a tendance à se tromper. Je vous donne un exemple simple. Quand j'arrive chez un client, qu'on démarre un processus d'analyse, on leur demande c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais client? Et qu'est-ce qui fait qu'un client est bon ou mauvais pour vous? Et souvent, les définitions sont excessivement subjectives. Alors que dans le monde de la gestion de crédit et dans ce qu'on parle ici en termes de volumétrie, et certainement dans du B2C, il faut me donner un petit peu objectiver, factualiser les choses. Par rapport à votre question de base, comment est-ce qu'on challenge, comment est-ce qu'on confronte le résultat d'un algorithme par rapport à la réalité de terrain? D'abord, un algorithme n'est pas fondamentalement faux. Il est par définition juste à partir du moment où on a assez de données pour l'enrichir. Il est évident que si je travaille sur 3 lignes et 2 colonnes d'Excel, et j'espère que cet algorithme va me prédire l'avenir, j'ai une probabilité excessivement importante de me tromper. Ça, c'est une notion excessivement fondamentale. Alors, si j'ai de la donnée, et normalement, on est en train de parler de big data, donc on est en train de parler de volumétrie et de flux, si j'ai de la donnée et que j'essaie de challenger, comment est-ce que je confronte mon algorithme avant de partir dans des décisions qui peuvent être stratégiques? Je le challenge avec mon historique. C'est comme ça qu'on fait vivre un algorithme à la base. Je regarde sur mon passé, si mon passé était mon futur, et que cet algorithme est construit sur telle ou telle règle, est-ce que ce passé serait juste? Et donc, prenons l'exemple que les clients XYZ est tombé en faillite le 15 avril, sur base de toute une série de signaux qui partaient vers le rouge. Je reprends ces données sans l'informer au niveau de l'algorithme, je challenge l'algorithme et je vois si mon résultat me donne bien ce que la réalité a été. Et là, je commence à donner, d'alimenter mon algorithme, de l'améliorer. Et je peux atteindre des algorithmes aujourd'hui sur le marché de prédiction qui vont atteindre des 95-98% de correction de probabilité juste, ce qui est loin de quelque chose, entre guillemets, de fluctuant. Et ça, c'est une question de richesse de données et, comme je disais tout à l'heure, de règles métiers. Ok, Jérémy? Alors, si j'ai bien compris la question, vraiment, c'est comment on s'assure que tout ça, ça se transforme bien en quelque chose d'actionnable, c'est ça? D'actionnable et surtout que ça corresponde à la réalité et qu'on a bien mis, sous forme 0,1 des vraies règles métiers, des choses qui correspondent à la réalité et qui vont nous permettre de prendre les bonnes décisions. Voilà. Je vais un petit peu répondre de manière détournée à la question, parce que pour moi, c'est l'agilité qu'on va savoir mettre en place dans sa société et le fait de pouvoir toujours se remettre en question qui va faire que les algorithmes seront bons. Un aspect fondamental de l'intelligence artificielle et les machine learning, c'est quelque chose qui est en amélioration constante.
Donc, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément vrai demain. Et c'est cette mentalité de toujours retester, revalider des hypothèses et d'avoir vraiment une logique d'amélioration continue dans ce qu'on fait qui va solutionner le problème. Parce que ce que vous dites, c'est que c'est quand on prend une photo à un instant T, comment on s'assure que c'est bon. On a des implications concrètes qui peuvent être des calculs et des taux d'erreur. Mais c'est vraiment beaucoup plus que ça. C'est plus que des taux d'erreur. C'est toute une logique de comment je fais pour améliorer en continu, rajouter des nouvelles variables. Donc, c'est une question d'organisation, je pense, la réponse. Ok. Alors, messieurs, je vais vous poser, et Sophie a un peu répondu, comment vous prenez en compte, je dirais, les aspects plus je dirais, qualitatifs? Parce que là, on a donc, dans ce que vous indiquez, c'est des algorithmes, c'est quantitatif. Comment vous prenez en compte, Il y a je du sais pas, qualitatif. l'âge de la société? Est-ce que c'est une start-up? Est-ce que c'est une grosse boîte? Comment vous prenez en compte la météo, pour pas dire le Covid? Voilà. Comment rajouter et donc comment prenez-vous en compte le qualitatif et l'humain finalement? Voilà. Hmm. Sophie, vous avez répondu un peu, non, mais on va laisser parler ces messieurs d'abord. Moi, je voulais juste dire que c'est de plus en plus fréquent d'allier des données qualitatives et des données quantitatives. Depuis 4 ans, chez Cachetori, tous les projets qu'on a faits, je vous assure, tous, ils nous demandaient de faire de la finance plus autre chose. Plus des RH, plus de... Tout le temps, ce n'était pas que la finance. Ça prouve bien que c'est complètement transverse et qu'il faut casser ces barrières-là. Et je vais même aller un peu loin, mais nous, dans notre philosophie, on pense que la finance ne devrait pas être un département à part entière. Ça devrait être dans toutes les divisions de la société. Tout le monde doit porter un petit peu de finance et de suivi des chiffres. Et en fait, ouais, je pense que ça tourne autour de ça, autour du fait de décloisonner. Ok, merci. Mohamed? Oui, je rejoins Jérémy et je rajouterais peut-être pour anecdote, c'est assez comique mais tout à fait révélateur. J'ai travaillé il y a quelques temps sur un projet pour la Commission européenne à Bruxelles et on a fait ce qu'on appelle du sentiment analysis. C'est-à-dire qu'en fait, on a scanné l'ensemble des réseaux sociaux sur toutes les remarques, remontées, commentaires, blogs, tout ce qu'on peut imaginer sur des sentiments négatifs au niveau de la Ouais. Commission. Vous savez que la Commission a absolument besoin d'être aimée, hein, parce qu'il coûte beaucoup d'argent. On connaît le traité de Maastricht et tout ce qui se passe derrière. Et pas mal de pays sont en avoir une tendance un petit peu, on va dire, populiste pour pas dire autre chose, et elle se sent rejetée. Donc, elle a besoin d'être aimée, elle a besoin d'être rassurée. Et donc, on a fait un projet de sentiment analysis. Donc, on serait absolument étonné de savoir tout ce qu'on peut remonter du terrain en hard data, c'est-à-dire bilan, chiffres, enfin tout ce qu'on a comme données financières dures. Et là, Euler Hermès, bien entendu, est absolument incontournable. Mais on a, et Euler Hermès le fait probablement aussi, mais on a toute une série de données annexes, pour reprendre votre terminologie Armand, qualitative, qui sont toutes des données qui ont l'air toutes seules peu intéressantes, mais quand elles sont toutes conjuguées comme des wagons de train attachés sur la voie, on se rend compte qu'elles peuvent avoir un poids, une incidence sur ma perception, voire l'analyse. Et c'est là où je rejoins tantôt ce que je disais sur cette notion d'autorégulation, c'est qu'automatiquement, on ne va pas aller, nous, humainement, sonder toute une série d'environnements, de type de sites ou autres pour remonter l'information. Ça, c'est l'outil qui va aller nous les chercher. Et puis, nous, on va prendre les décisions, on va déterminer des tendances, ou voire éventuellement altérer des scores. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, mais très bien. C'est l'esprit derrière. Et ces sentiment analysis, c'est clair que c'est hyper intéressant. Hein. C'est du texte sur lequel on va juger d'un score. Donc, ça rejoint la notion de scoring. On peut analyser des données qualitatives, des données écrites, des données textuelles via des algorithmes et on en met en pratique, nous, dans ce qu'on fait tous les jours. Sophie? Ce qui est très limite. Hein. Donc, ça veut dire que si j'ai un de mes clients à qui j'ai un doute sur une transaction, je sens qu'il y a un risque, et qu'en plus, j'ai des remontées de terrain qui me disent que les gens se plaignent pas mal, par exemple, du service après-vente, bon, ça peut être parfois très... Mais c'est là où je reviens à cette notion d'autorégulation. L'outil vous met à disposition d'informations assez larges, et puis derrière, à l'humain de trancher. Oui, je pense peut-être juste pour compléter juste rapidement, effectivement, tout dépend comment on combine ces informations parce que un score de sentiment, j'allais dire, ou de réputation tel que vous le prenez de manière isolée peut avoir une vraie valeur pour certains secteurs d'activité et pas du tout pour d'autres. Alors après, c'est comment il va être combiné à d'autres informations que l'entreprise a pour venir modérer son jugement. Mais après, juste pour finalement clôturer sur la notion de qualité, en fait, qualité de la donnée ou qualité de l'algorithme.
tout dépend les indicateurs de performance qu'on se fixe aussi au début. Nous, il y a des projets qu'on a démarrés et qu'on a arrêtés aussi. Qu'on a arrêtés parce qu'on s'est rendu compte que même si la modélisation d'un point de vue scientifique avait du sens, l'algorithme tournait, effectivement, comme l'évoquait Mohamed, l'algorithme ne ment pas, donc en fait, il fait aussi un certain nombre de choses qu'on lui dit de faire. Mais en fait, on se rendait compte que la valeur dégagée par l'algorithme n'était pas suffisante par rapport à ce que faisaient déjà les processus métiers qui avaient déjà été mis en place, etc. Donc, en fait, pourquoi maintenir aussi un moment la technologie si elle n'apporte pas une valeur conséquente? Voilà. Donc, on a aussi eu par moment ce choix inverse de dire on a initié des choses qui devaient nous guider dans certaines actions, notamment par exemple commerciales, et on s'est rendu compte qu'en fait, ça apportait assez peu de valeur. Donc, on a décidé de les stopper. Voilà. C'est aussi ça, mesurer la qualité, c'est se dire qu'on peut initier des choses, mais se mettre des indicateurs de performance, c'est essentiel, y compris dans ces projets de data, et d'arriver à voir si oui ou non l'algorithme permet de dégager une valeur suffisante pour le métier ou pas, et d'où la nécessité, effectivement, que les interlocuteurs métiers soient impliqués dès le début de n'importe quel projet de data science. Ok, merci Sophie. Je pense, Merci Nicolas, Sophie. que nous avons Oui, atteint le smart. non, non, du tout. Je sais que Sophie doit partir, donc du coup, si elle a une dernière remarque et je la remercie, je préfère lui laisser la main. Oui, Après, effectivement, peut-être on va qu'on va. conclure, non? C'est ça? Tu Oui, conclus? Oui, alors juste un mot de la fin, oui, et Sophie, donc alors peut-être le mot de la fin, ça serait une question. Comment démarre-t-on et quel est, je dirais, compte tenu que vous avez vu, vous, pas mal de projets chez vous et chez vos clients, quelle serait votre première recommandation pour réussir justement ce passage du big data au smart data? Euh, voilà. Une recommandation? La recommandation, c'est ce que j'évoquais, c'est de choisir ses combats, c'est-à-dire pas lancer trop d'initiatives en même temps. Déjà, de bien comprendre les différentes technologies qu'on a essayé de décrypter au travers de nos retours d'expérience, mais lancer tout en même temps, c'est pas possible en fait. Il y aura un risque de dispersion et chacun nécessite des compétences spécifiques, des moyens spécifiques. Donc, je pense déjà peut-être bien s'approprier ces différentes technologies, en comprendre la portée, en comprendre les tenants et aboutissants, et faire un choix, c'est-à-dire prioriser, se dire aujourd'hui, voilà de quoi on a besoin, notamment dans ce contexte, on l'a évoqué, à budget contraint, ne pas se disperser et choisir ensuite un ou deux projets déjà pour démarrer. Ça me semble être un conseil assez simple, mais qui fait écho à ce que nous, on a mis en place depuis 4 ans. Merci Sophie. Jérémy? Je partage totalement ce que Sophie vient de dire, donc je ne sais pas trop ce que je peux rajouter de plus. Hein. C'est vraiment bien comprendre pour pouvoir prendre les bonnes décisions et choisir ses batailles. C'est vraiment exactement ça que j'allais pouvoir vous dire aussi. Donc, merci Sophie. Merci Jérémy. Pardon, merci Sophie, merci Jérémy. Oui, absolument. Je crois qu'on est tous tout à fait différents, mais très alignés, le hasard faisant bien les choses. Je crois qu'il y a deux remarques, moi je ferai comme conclusion en ce qui me concerne. La première, c'est en tant que credit manager ou département finance, ne pas être pollué par les technologies. Big data ou blockchain ou autre chose, ce sont juste des moyens. Je ne m'inquiète pas de ce qu'il y a sous le capot de ma voiture. Ce qu'il faut, c'est qu'elle roule et qu'elle me dépose bien à l'endroit où je dois aller. Quand vous conduisez une voiture, que vous enclenchez un Waze, vous ne vous demandez pas comment l'algorithme de Waze fonctionne. Vous le challengez pour voir si effectivement ce qu'il a dit comme temps d'arrivée correspond à la réalité. C'est ça la réalité de la technologie. Donc, ne pas se polluer avec ce qui existe, s'entourer de gens compétents et spécialistes, que j'espère que Jérémy, Sophie et moi-même avons pu démontrer quelques arguments de taille pour vous accompagner sur ce trajet. Et puis enfin et surtout, j'insiste, je l'ai dit au début, je le redis systématiquement, se concentrer sur la valeur. Qu'allez-vous pouvoir apporter comme valeur à votre organisation si et seulement si vous êtes capable de justifier? Parce que si c'est pour dire je réinvestis sur des choses qui me coûtent ce qu'elles me coûtent et que finalement il n'y a pas grand-chose qui change, ça n'ira pas et on va plutôt à me donner galvauder des opportunités. Donc à la limite, rester sur Excel. Par contre, aujourd'hui, si on veut partir sur des choses un petit peu plus modernes, en temps réel, etc., concentrons-nous sur la valeur et pas sur ce que le produit peut faire. Ok. Écoutez, Sophie, Mohamed, Jérémy, je vous remercie. J'espère que l'audience est plus smart. Donc, Nicolas, je te rends la parole. Merci beaucoup, Armand. Oui, un mot de conclusion. Pardon. Merci Sophie, merci Jérémy, merci Armand, merci Mohamed. J'espère que ça a passionné nos adhérentes et nos adhérents. Donc, si je prends la parole pour terminer, c'est en tant que vice-président exécutif de l'Association française des Credit Managers. À côté de ça, j'ai une deuxième casquette qui est Credit Manager. Je pense que cette semaine de l'innovation a bien débuté, elle va bien démarrer. La prochaine étape, ce sera sur la RPA demain. Plus spécifiquement, on a récolté de la donnée. Qu'est-ce qu'on va en faire?
robotique process automatisation au petit processus robotique automatisé. Et si j'avais une dernière question, c'est Armand, bizarrement, il me semble que c'est la période pour les DAF de faire leur budget, non? Oui, Oui, tout à fait, tout à oui, fait. oui. Alors, je te prends au dépourvu, tout simplement. Si vous avez vu, là, depuis tous ces confinements Covid, la force de frappe que la FDCC vous a mis en place, tous les webinaires que vous avez eus, toutes les informations qu'on vous a poussées, tout simplement, vu que c'est la période des budgets, pensez à budgéter vos renouvellements d'adhésion. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Pourquoi? Parce qu'une Merci. Merci à association, tous. À très bientôt. Merci beaucoup. voilà, parce qu'une association, c'est fort de ses adhérents et de ses adhérentes. Et on est là aussi pour vous et par vous. Merci. Merci à vous. Ciao. À Merci bientôt. beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci et on se retrouve demain pour la table ronde sur le RPA. À bientôt. À demain.